bonsoir. La violence est-elle inéluctable ? L'histoire de l'Occident montre qu'il est possible de faire reculer les diverses formes de violence à tous les niveaux. Même si la lutte commence à peine, les sociologues estiment que la violence domestique ou conjugale a sérieusement reculé en France dans les 50 dernières années. Le nombre de morts par homicide ne cesse de diminuer depuis le XVIIe siècle et les morts par fait de guerre ont diminué sans discontinuer de 1945 à 2010 à l'échelle mondiale. Ces longues phases de baisse ont engendré le rêve de société à violence zéro. Mais ce rêve est une utopie, c'est cela que je vais essayer de défendre. Il est impossible d'éradiquer définitivement la violence, et ce rêve nous vulnérabilise à des retours fous de la violence comme le loup solitaire ou les bacchanales sanglantes qui enflamment à intervalles trop réguliers nos cités. La violence ne peut pas être éradiquée définitivement pour au moins deux raisons que je vais tâcher de déployer. D'abord, l'homme est porteur du mal. En termes catholiques, il demeurera jusqu'à la fin de l'histoire marqué par le péché originel et donc devant sans cesse être vigilant contre ce fond de mal qui est en lui. Or, la France a tendance à espérer une forme d'erre intérieur, une forme d'ultime conflit social qui ouvrirait à une société définitivement vierge de violence, ce qui est impossible. Deuxième motif, l'homme est un animal historique. Sa destinée, son désir, ce n'est pas seulement de se préserver ou de se reproduire, mais tout autant de devenir, de se dépasser. L'Évangile affirme en particulier que l'homme a été créé pour être uni à Dieu. Ce devenir ne peut s'accomplir sans déchirement, et donc il y a une violence intrinsèque à la destinée humaine. Là aussi, notre époque laisse croire à des relations, qu'elles soient sentimentales, sociales ou même religieuses, à zéro conflit, et là aussi cette utopie engendre des retours délirants de violence. Tout d'abord, je proposerai une définition purement heuristique de la violence. Ma démonstration mobilisera ma foi, mais je tenterai à chaque étape de montrer l'enracinement rationnel de ce que j'avance. Donc je propose d'abord une définition de la violence. Je ne m'inquiète que de la violence d'un être humain sur un autre, pas de celle de la nature ou des animaux. Et selon moi, la violence croise trois facteurs. Primo, une absence de consentement à l'action d'autrui sur soi. Secundo, le sentiment d'avoir été lésé dans un ou plusieurs de ses besoins ou droits fondamentaux par cette action. Et troisièmement, l'intention de léser de la part de l'agresseur ou la conviction que l'agresseur avait l'intention de léser. Je prends quelques exemples. Un entraînement au close combat ne relève pas de la violence au sens que nous travaillons ce soir, bien qu'il puisse être très rude, parce que d'une part, les deux participants sont consentants, et d'autre part, parce que l'entraînement vient remplir un droit, satisfaire un droit et non pas léser. Autre exemple, si dans la rue, ce qui est relativement commun, Freud le faisait remarquer, si dans la rue un SDF crache dans ma direction, je passe sans m'en rendre compte, parce que je n'ai pas assez de relations sociales avec cet homme pour m'être senti lésé. Si c'est un de mes subordonnés, dans mon travail, alors je me sens lésé et je risque d'entamer une procédure. J'insiste sur le mot « sentiment », j'ai parlé du sentiment d'avoir été lésé, car un des enjeux de la lutte contre la violence consiste à faire comprendre à la victime qu'elle est victime. Dans une société machiste, une jeune fille ne songe pas qu'elle pourrait ne plus être frappée par son père, à tel point que si elle voit d'autres pères autour commencer à cesser de frapper leur fille, elle risque même de se vanter que son père à elle au moins est viril. Et par conséquent, son absence de sentiment d'être lésé est un des obstacles pour résoudre le problème. Inversement, parfois, des populations entières se sentent lésées sans que le reste du pays puisse comprendre où est le problème. Mais ce sentiment d'avoir été lésé fait partie de la réalité du pays. Ce problème pèse lourd dans les cités, évidemment. Il ne suffit pas de traiter le problème des cités à coups de chiffres ou même de réforme hardware ou d'urbanisme. Il faut aussi traiter pour lui-même, et ça n'est pas le plus simple, le sentiment des cités. Le même problème se retrouve dans mon troisième critère. Il peut arriver que la victime prête à l'agresseur des intentions qu'il n'a jamais eues, mais cette erreur fait partie des données du problème. Les immigrés récents venant de cultures différentes, spécialement d'Asie, se sentent agressés par des manières qui, chez nous, sont absolument banales. Et réciproquement,
certaines des mœurs des immigrés nous choquent, nous blessent, nous lèsent, alors qu'eux n'y voient aucun problème. Cela appartient à la réalité de la question de l'accueil des migrants. Ayant proposé cette définition, j'en arrive au premier motif que j'ai cité qui fait que nous ne parviendrons jamais à éradiquer la violence, c'est le scandale du mal, le fond de mal impossible à supprimer dans l'homme. L'homme porte en lui le scandale du mal. La pensée grecque l'avait déjà réfléchi en disant qu'il y a en tout homme un hubris, une tendance à l'excès, capable de folie, et que toute l'ascèse grecque consistait à apprendre à l'individu à connaître ce fond et à le domestiquer jour après jour. L'individu devait d'abord apprendre à le dresser en lui s'il voulait un jour pouvoir être magistrat de la cité. Et une fois qu'il gouvernait la cité, il devait aussi apprendre à la cité à combattre ce même fond de mal présent en elle. Le philosophe André Glucksmann voit dans cette conviction une des forces de la pensée grecque contre la tyrannie. John Locke, un des fondateurs de la démocratie parlementaire moderne, cite le risque de violence comme fondement de la société civile, qui lui oppose une limite et une réponse légale et non pas arbitraire. Sans la société civile, ses tribunaux, sa police, les conflits entre individus seraient tous menacés de finir en guerre. Enfin, la psychanalyse a étudié la persistance de ce que Freud appelait les pulsions de mort dans l'individu. Toutes ces doctrines permettent donc de dire qu'en particulier la démocratie est une vigilance de tous les instants contre ce fond de mal qui demeure et dans l'individu et dans la société. Seul le totalitarisme pourrait prétendre, à tort d'ailleurs, avoir éliminé le mal. Mais c'est souvent une des ambitions du totalitarisme que de prétendre y être arrivé. La théologie catholique nomme ce phénomène péché originel. En deçà des péchés personnels que j'ai posés volontairement dans ma vie, il y a en moi et en toute personne humaine, dès sa naissance, une inclination au mal, qui ne peut être intégralement vaincue dans cette vie. Il faut à la fois l'ascèse personnelle et l'assistance de Dieu pour résister jour après jour à cette inclination. Et même le saint n'y parvient jamais tout à fait. Un proverbe médiéval dit « Les choses les pires sont la corruption des meilleures ». Plus un homme est vertueux, plus il est proche de Dieu, mystique, plus si jamais il cède à ce fond de mal en lui, le résultat en sera catastrophique. Et donc il faut rester convaincu de cette présence. Le Christ l'a dit dans une parabole, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, et il n'en trouve pas, cherchant du repos, et il n'en trouve pas. Alors il dit, « Je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. C'est dans Matthieu 12. Donc celui qui croit avoir vidé son âme de toute violence la verra réapparaître sous une forme bien pire. Or, ce rêve de zéro violence est présent dans l'idéologie française. Au moins depuis la Convention nationale, la France rêve d'une sorte de guerre civile ultime, une version intérieure de la der des der, à l'issue de laquelle la France vivrait en nation une et indivisible, parfaitement unanime, libérée de ses factions et de ses conflits. Le comité de salut public avait déclaré que le gouvernement était révolutionnaire jusqu'à la paix et qu'en attendant, la terreur était indispensable pour établir la vertu. Elle servait en particulier à supprimer les factions qui déchirent la nation. À l'issue de quoi serait établie la Constitution de l'an 2, qui trônait dans une arche au pied du président de la Convention, qui prévoyait une démocratie directe pour toutes les lois et une quasi-absence d'exécutif. Donc d'abord la guerre totale, puis ensuite la paix totale. En fait de paix totale, la terreur aurait duré si Thermidor n'y avait mis fin. Nous n'en sommes plus à ce degré-là de folie, mais la France cherche encore un niveau zéro de violence ou la variante qui est une sécurité parfaite. Elle rêve aussi, et les deux vont ensemble, à une unanimité. De Gaulle aurait dit un jour à Perfit, « Ce n'est tout de même pas un idéal qu'il y ait une opposition. Vous croyez qu'on ne peut pas s'en passer ? Mais je pense qu'en démocratie, on ne peut pas se passer d'une opposition. » Et en particulier, dans ce fantasme d'une der des der débouchant sur l'unanimité, l'idéologie française a tendance à confondre autorité et coercition au niveau national et domestique.
D'abord, la gestion quasiment militaire de la violence, puis la disparition totale de celle-ci. Je parle en maintien de l'ordre à l'intérieur du pays. Je ne parle pas de ce qui peut se passer au Mali ou en Syrie. Entre les deux, la France pense mal la gestion quotidienne par l'autorité d'une violence impossible à supprimer. Alain Bauer, qu'on a rarement suspecté de naïveté sur les questions de sécurité, rappelle qu'on ne fait pas la guerre au terrorisme, on lui fait la police. Or, une des différences entre les deux, ce n'est pas la seule que rappelle Alain Bauer, c'est que la guerre finit toujours un jour, tandis que la police ne finira qu'avec l'histoire elle-même. Pierre Bourdieu a ajouté à une définition de Weber un élément crucial pour ma démonstration. L'État, dit Bourdieu, et le monopole de la violence physique est symbolique, c'est l'ajout de Bourdieu, légitime. Le monopole de la violence symbolique, légitime. L'État, l'autorité, en particulier celle de l'État, réside dans une symbolisation de la violence. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a un accident au coin de Saint-Michel et Saint-Germain. Un unique policier qui était là vient et résout l'incident en faisant circuler tout le monde. Il amène avec lui une force physique réelle que manifeste son arme de service, mais il s'en sert de manière purement symbolique. Et d'ailleurs, si la foule avait décidé de le lyncher, son arme de service ne servirait à rien. Ça, c'est l'autorité. Si par contre il voit que la situation dégénère et qu'il ne suffira pas et qu'il appelle la BAC ou les CRS avec bâton et lacrymogène, alors cela devient un usage réel de la violence, même si elle est maîtrisée. Et cet exemple simple prouve qu'en venir à la violence, ce n'est pas l'autorité, c'est l'échec de l'autorité. Un échec parfois inéluctable, mais c'est l'échec de l'autorité. En Irlande du Nord, dans certaines des phases du processus de paix menant aux accords du Vendredi Saint, l'armée britannique a donné l'ordre à ses soldats de commencer à symboliser leur présence dans les rues, par exemple en enlevant le casque lourd et en rétablissant le béret d'apparat avec un signe, remplacé du métal par du symbole. Ça n'a évidemment pas suffi au processus de paix, mais ça en a fait partie. Or, le discours français a tendance à identifier autorité et coercition. Chaque fois qu'on parle d'une crise d'autorité, quel que soit le mouvement politique, on veut plus de CRS, plus d'armes, plus d'emprisonnement. Quand une loi veille à emprisonner moins pour nous éviter cette situation kafkaïenne de payer des indemnités à nos propres condamnés en raison des conditions d'emprisonnement, sur décision de la CDEH, si j'ai bien tout compris, ce qui en question juridique n'est jamais sûr. Donc pour éviter cela, donc des lois veillent à emprisonner moins, immédiatement on crie dans tous les camps « crise d'autorité ». Monsieur Hortefeux, lorsqu'il avait établi je ne sais plus quelle unité de police pour les cités, s'était vanté que ces policiers ne seraient certainement pas des agents d'ambiance. Or, il faut des agents d'ambiance. Et il faut que la police puisse fonctionner aussi, pas seulement, mais aussi, en agent d'ambiance, c'est-à-dire en symbole. Monsieur Hortefeux aurait jugé naïf la suppression du casque lourd en Irlande du Nord. Depuis une dizaine d'années, en France, une série de publications dont certaines émanent d'officiers d'actifs de l'armée de terre, réhabilitent les techniques contre-insurrectionnelles de la guerre d'Algérie. Une de ces publications déclare que les intellectuels qui ont dénoncé la torture en Algérie, dont mon frère, le père Robert Davzy, étaient proches du FLN et pratiquaient une désinformation typique des méthodes totalitaires. Dénoncer la torture était plus totalitaire que la pratiquer. Ces publications écrivent aujourd'hui que la subversion intérieure réclame comme réponse la destruction totale de l'appareil ennemi, le Karcher dans les cités. Avec ce raisonnement-là, l'Irlande du Nord serait toujours en guerre, puisque la logique des traités de paix a consisté à transformer l'IRA en parti politique, et non pas à chercher à l'éradiquer. C'était par contre l'argument de Victor Hugo demandant qu'on remplace le fusil par le bulletin de vote. Le Parlement, c'est une guerre symbolique, et c'est la vraie réponse à la guerre tout court. A contrario, pour ne pas croire que la France serait, je dirais, monochrome, je signale les recherches de Lou Francard sur cette question de la gestion symbolique de la violence, en particulier dans les cités. Le même discours se retrouve à l'échelon domestique. Chaque fois que j'ai exprimé mon refus de la violence physique des parents, je me suis vu rétorquer que cette violence appartient à l'autorité parentale. De nouveau, refus de symboliser la violence dans l'autorité. L'enfant sera d'abord battu par ses parents, après quoi, adulte, il quitte ses parents. Il n'aura jamais été devant une symbolisation de la violence. Du coup, et très logiquement, la Convention qui promettait la disparition de la violence promettait la disparition de l'autorité paternelle. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut criminaliser la mère célibataire qui, rentrant après une journée épuisante, craque et colle une gifle à son enfant.
Mais à nouveau, cet exemple basique montre que ce n'est pas de l'autorité, c'est à nouveau l'échec de l'autorité. L'autorité réelle symbolise la force. Pour vaincre le terrorisme actuel, comme nous avons vaincu d'autres vagues avant, nous n'éviterons pas une réponse policière et même militaire, y compris au Mali et je ne sais où ailleurs, mais à la radicalisation de nos jeunes, il faudra répondre par l'autorité, c'est-à-dire la symbolisation de la force, et non une violence réelle qui se croirait ultime, et il faudra leur apprendre à symboliser leur propre opposition à notre culture, au lieu d'espérer l'éradiquer. Deuxième motif, la violence du devenir humain. L'homme ne veut pas seulement se conserver, se reproduire, il veut se dépasser, réaliser des valeurs éternelles, ce qui ne peut se faire sans déchirement. La philosophie, même non religieuse, comporte largement l'idée que l'homme cherche à se diviniser. Aristote le disait déjà, Feuerbach, l'athée allemand, l'a dit, Dieu, c'est la projection de ce que l'humanité cherche à devenir. Sartre conserve l'idée. Dans la tradition catholique, la formulation la plus claire est donnée par saint Augustin. « Tu nous as fait, Seigneur, pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Il y a en l'homme un besoin inadmissible de se dépasser vers quelque chose d'infini, ce qui ne peut se faire sans sacrifice. Jésus le dit par deux images paroxystiques. Tout d'abord, si quelqu'un met du vin nouveau dans une outre ancienne, l'outre craque. Vous ne mettrez pas Dieu dans une créature, qui plus est pécheresse, sans que cette créature de quelque manière se déchire. Et puis il prend l'image de l'accouchement que le bâtonnier a prise tout à l'heure. Lorsque la femme enfante, elle est dans l'affliction, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle est toute à la joie. C'est ainsi que vous êtes maintenant dans l'affliction, mais je vous verrai à nouveau, votre cœur alors se réjouira. Dieu vient en nous comme un enfant qui veut naître et qui, pour ce faire, va nous infliger le déchirement paroxystique d'un accouchement. Il peut sembler qu'ici, le terme violence soit abusif. Il y a en effet au moins une différence absolue avec la violence criminelle, c'est que l'individu qui cherche à réaliser une valeur s'y expose librement. Et pourtant, mes trois critères de la violence sont remplis. D'une part, celui qui se sacrifie pour une valeur est bien lésé dans ses besoins et droits fondamentaux. Il s'y expose librement, c'est vrai, mais une expérience très commune et pas seulement religieuse, et qu'il va passer par le fait que sa volonté était trop étroite et indigne de la valeur qu'il poursuivait. Il est très frappant de voir que pendant que les totalitaires sont persuadés d'être purs, les opposants au totalitarisme sont tous convaincus d'être complices. Je vous renvoie à la pièce de théâtre de Václav Havel, La Pétition, qui parle de sa propre complicité à lui, dissident, avec le totalitarisme. Celui qui se bat pour une valeur constate que sa volonté est insuffisante et qu'il faut donc qu'elle se dépasse, qu'elle soit déchirée par la valeur qui vient s'incarner en elle. Et donc le consentement n'est jamais parfait. L'intention de léser peut se retrouver par le même biais. La justice réclame que l'homme se sacrifie pour elle. Ce dernier critère est encore plus clair dans les doctrines qui, comme le catholicisme, admettent un Dieu personnel. Dieu veut que son fidèle aille au-delà de sa volonté propre. Jésus dit à saint Pierre, « Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener où tu ne voudrais pas aller. » Du coup, pour désigner la relation à Dieu, les mystiques emploient des termes d'une crudité extrême comme liquéfaction ou rapt. Il y a de ce point de vue un paradoxe de l'amour. On a parlé tout à l'heure de la violence du Christ. Au Moyen-Âge, le théologien mystique Richard de Saint-Victor a rédigé un traité nommé « Les 4 degrés de la violente charité ». L'amour de Dieu pour l'homme a une dimension violente, parce que Dieu donne à l'homme d'accomplir ce qu'il n'aurait jamais même imaginé. Et au sommet de cette violence de l'amour, dit Richard, l'âme devient mère. Nous retrouvons encore une fois l'accouchement comme paradigme. Mère du Christ, faisant venir le Christ davantage au monde. En particulier, l'amour vrai a un rapport paradoxal au consentement. L'amour, par définition, attend le consentement de l'aimer. Mais c'est le consentement aux actes de l'amour. Ce ne peut par définition pas être le consentement à l'amour. Si je ne t'aime pas, ton consentement, je m'en moque. Si je t'aime, c'est trop tard pour que je te demande l'autorisation de t'aimer. Il y a dans le fait même de t'aimer un moment où je vais au-delà de ton consentement, même et surtout quand je prends tous les moyens d'assurer que sur les actes de l'amour, j'attendrai ton consentement. Il y a donc ce paradoxe que celui qui se sacrifie à une valeur consent d'avance à ce que ce consentement se révèle trop étroit. Or aujourd'hui,
dans tous les domaines, l'Occident postmoderne cherche à se réaliser sans aucune déchirure. Le désir humain de se dépasser est nié au profit de la recherche d'une jeunesse éternelle. La santé est définie par le préambule de la Constitution de l'OMS comme bien-être garanti dans tous les domaines. Les sites de conseils de couple, de vie en entreprise promettent d'éviter les conflits. Le mouvement qui se nomme lui-même transhumaniste se donne comme objectif dans sa charte la disparition de la douleur. À nouveau, c'est impossible. Il n'y a pas de vie sans déchirement, sauf à renoncer à incarner quelque valeur que ce soit et tourner en rond dans son existence empirique. C'est le bonheur du chat. Si un chat a à manger, un coin tranquille pour la sieste, des caresses quand et surtout seulement quand il en a envie, et un partenaire à intervalles réguliers mais pas plus, le chat bénéficie exactement de la santé de l'OMS. Bien-être total, garanti, durable dans toutes les dimensions. Mais seulement c'est un chat. L'homme porte, lui, un besoin irrépressible de se dépasser et donc de se sacrifier. La dénégation de ce besoin provoque son retour délirant. Différents sociologues ou philosophes comme M. Gauchet ou M. j'ai peur d'écorcher son nom, Khosrow-Khavar, soulignent le lien entre le vide d'idéal de nos sociétés et le choix de la radicalisation djihadiste. Dans l'itinéraire d'un Mera ou d'un Koulibaly, il y a quelque chose d'un sacrifice à vide. La religion y est largement un prétexte, comme le prouve ce slogan qui est délirant pour des gens qui sont censés croire en la résurrection. C'est un dogme dans l'islam. « Nous aimons mieux notre mort que vous n'aimez votre vie ». Je suis frappé par la ressemblance entre ces soi-disant musulmans et le fou de la Germanwings qui a écrasé son avion sans motif. Il aurait suffi que cet individu déséquilibré ait eu l'idée dans son déséquilibre de crier un « Allah est grand » quelques instants avant d'envoyer son avion par terre pour qu'il n'y ait plus aucune différence entre les deux itinéraires. Outre que cela suffit à ne pas nous obséder sur l'islam comme seule composante du problème, cela nous montre aussi qu'il s'agit là de retours violents, délirants, de ce besoin de se dépasser que nous ne savons plus gérer. Au niveau domestique, je serais plus prudent, mais j'émets une hypothèse. Il serait intéressant de se demander si le retour chez les femmes d'un idéal de soumission servile à la violence machiste, qui se vend si bien ces temps-ci dans les points H, n'est pas aussi lié à un retour délirant de l'idée de sacrifice. Je conclus. Il est possible et nécessaire de faire reculer toutes les formes de violence, mais il est impossible de la supprimer. L'homme porte en lui un fond de mal qu'il faut jour après jour polisser au sens le plus large. En France, il faut crucifier le fantasme de Der des Der, d'une ultime utilisation de la violence débouchant sur la paix parfaite d'une nation une et indivisible. Il faut apprendre à canaliser la violence au quotidien, en particulier à la symbolisant. D'autre part, la personne humaine a besoin de se dépasser pour incarner une valeur, ce qu'elle ne peut faire sans déchirement. C'est là une forme particulière de violence qui ne détruit pas la personne et ne nie pas sa liberté, mais les conduit à grandir. Un Malraux, d'ailleurs, a beaucoup étudié cela. L'Occident actuel dénie ce besoin. Du coup, il ressort sous des formes folles par une violence aveugle. Il nous faut réapprendre l'esprit de sacrifice volontaire à nos valeurs fondatrices. Aux pacifistes occidentaux qui criaient plutôt rouge que mort, le dissident Václav Havel répondait par une phrase de Patočka : « Une vie qui n'est pas prête à se sacrifier elle-même, à mon sens, n'est pas digne d'être vécue. Et par ce principe, les dissidents ont vaincu le totalitarisme. » Merci. Monseigneur, Monsieur le bâtonnier, Mesdames, Messieurs, au moment d'entamer cette intervention, ce dont je doute, c'est surtout de ma légitimité. Quand on parle des rapports du droit et de la violence, on pense inévitablement au droit pénal, et je ne suis pas pénaliste. On pense éventuellement aussi, bien sûr, au monopole de la violence par l'État, donc à ce qui relève du droit public. Je suis encore moins publiciste. Donc je doute d'avoir à vous dire grand-chose d'intéressant. Mais cette conférence venant en premier lieu dans un cycle de conférences plus spécifiques sur ce thème de la violence, je pense que j'ai pu la concevoir comme une conférence introductive où j'aborde pour la première fois les relations entre la violence et le droit, à la fois la règle de droit positif
et aussi la conception du droit, le droit naturel. Nous avons affaire à deux phénomènes universels. La violence est universelle, le père Villemot nous l'a bien montré. Le droit aussi est universel, mais la violence est plus universelle que le droit. Le droit, on le trouve à peu près partout, mais on ne le trouve heureusement pas partout. Saint-Just, dans son utopisme, aurait voulu réglementer l'amitié, aurait voulu légiférer sur l'amitié. L'amitié, voilà bien quelque chose qui est totalement étranger à la règle de droit, et ce n'est qu'un exemple parmi bien d'autres. Alors que la violence, on la rencontre absolument dans toutes les relations humaines, et même, malheureusement, dans la relation avec soi-même. Là où le droit suppose toujours la relation entre au moins deux personnes. Il n'y a pas de droit pour la personne totalement isolée. Ce que l'on peut dire sur leur relation, dans un premier temps, est extrêmement banal. Le droit correspond à, pourrait-on dire, l'état de culture, là où la violence correspond à l'état de nature. Il y aurait donc déjà entre les deux une relation chronologique, d'abord la violence, puis le droit, qui vient la canaliser, la réguler. Mais, donc, il y a aussi une antinomie entre les deux. Le droit ne peut tolérer la violence. Le droit tend au contraire à pacifier les rapports sociaux. Mais dans le même temps, comme d'ailleurs cela nous a été montré précédemment, une certaine dose de violence est inévitable dans la règle même de droit afin justement de pacifier ces rapports sociaux. Donc la violence, le droit se nourrit en quelque sorte de la violence tout en cherchant à la canaliser, tout en cherchant à la contrôler, tout en cherchant à la réduire évidemment le plus possible. Dans le domaine qui m'est propre, c'est-à-dire celui du droit privé, je donnerai un ou deux aperçus du droit positif avant d'entrer dans le vif du sujet. La violence en tant que telle n'est mentionnée qu'à un endroit du Code civil, cela nous a été dit par le bâtonnier, il s'agit de la violence en tant que vice du consentement, destiné à extorquer donc le consentement à un contrat. Il s'agit pratiquement du seul texte dans lequel le Code civil emploie le terme de violence. Pour le reste, ce que nous connaissons, ce sont des situations de violence, des situations de fait, et c'est d'ailleurs on ne peut plus normal parce que la violence, en tout cas dans cette présentation, elle relève avant tout de situations de fait et sur lesquelles le droit intervient. Pour quelques exemples, il y en a beaucoup en matière de droit des personnes et de la famille. La violence exercée sur une personne fragile en droit des incapacités, la violence en tant que cause de divorce ou de séparation, la violence dans les rapports successoraux, lorsque l'on tue quelqu'un dont on doit hériter, c'est ce qu'on appelle l'indignité successorale, évidemment c'est un comportement violent, sanctionné en tant que tel, ou la violence en matière de libéralité, ce qu'on appelle l'ingratitude. La violence donc prend d'autres dénominations, mais au final, il s'agit toujours bien d'une violence qui est sanctionnée par le droit. Le sujet, d'ailleurs, est assez rarement envisagé en tant que tel par les juristes. Par exemple, si l'on s'intéresse à une publication qui est typiquement celle à laquelle on peut penser sur un tel sujet, comme les archives de philosophie du droit, il n'existe pas de numéro des archives de philosophie du droit, qui est pourtant une publication assez ancienne, sur le thème de la violence. C'est donc un sujet qui est à la fois un peu insaisissable, un peu infini, et aussi je m'autoriserai une complète liberté dans les exemples que je prendrai, parce qu'il y en aurait trop, de toute façon, je pourrais en parler toute la nuit, donc rassurez-vous, ce ne sera pas le cas. Je m'autoriserai donc une complète liberté dans les exemples que je prendrai, et donc mon exposé sera nécessairement incomplet. J'examinerai la question selon deux points de vue, sous-entendu dans ce que je disais tout à l'heure. Tout d'abord, la violence est dans la règle de droit,
Et ce sera une partie qui sera largement historique, mais je pense que c'est vraiment important quand on s'intéresse à ce sujet. Et ensuite, la violence canalisée ou régulée par la règle de droit. Donc tout d'abord, la violence est dans la règle de droit. L'idée que le droit détient le monopole, que l'État, détient le monopole légitime de la violence remonte pratiquement aux origines de celui-ci, même si l'un des auteurs les plus célèbres à avoir utilisé cette expression, le monopole de la violence légitime, est un auteur du XXe siècle, Max Weber. L'idée en elle-même, même si elle était informulée, est extrêmement ancienne. Il faut se replacer dans le contexte, par exemple, je ne vais quand même pas remonter plus loin, de la société d'Ancien Régime. La société d'Ancien Régime était une société certainement beaucoup plus violente que la société actuelle, du fait de la pauvreté, du défaut d'alphabétisation, d'un certain nombre d'autres facteurs. À cela, le droit répondait par une violence au moins aussi grande que celle de la société qu'il régulait. Donc une violence qui était dans la règle de droit, à travers un droit pénal extrêmement répressif, qui prévoyait aussi une extrême diversité de châtiments, dont on n'a évidemment plus idée aujourd'hui, la peine de mort sous différentes formes, avec une différenciation des châtiments suivant les personnes victimes de ces châtiments, je veux dire des exécutions, la torture, avec la question ordinaire et extraordinaire, et les différents châtiments physiques qui s'exerçaient véritablement sur le corps des personnes, comme en particulier les galères, la flétrissure, la marque de la fleur de lys, vous savez, que porte Milady dans Les Trois Mousquetaires. Donc, toutes sortes de châtiments qui reposaient sur la volonté de marquer physiquement la personne, de l'éliminer aussi, dans le cas du châtiment suprême, mais sinon de la marquer physiquement. Donc, une très grande violence de la règle de droit. Et avec une codification vraiment extrêmement précise justement des châtiments, des tortures, une gradation très minutieuse qui d'ailleurs a perduré même après la fin de l'Ancien Régime, puisque la Révolution, malgré quelques velléités en ce sens, n'a finalement pas aboli la peine de mort. Elle a aboli la torture, mais elle n'a pas aboli la peine de mort. Et le droit pénal du XIXe siècle est demeuré extrêmement répressif, avec évidemment le maintien de la peine de mort, les peines comme le bagne, la relégation, la mort civile, qui n'a été supprimée qu'il y a un peu plus de 30 ans. Donc toutes sortes, et d'ailleurs une appellation qu'on utilisait encore quand moi-même je faisais du droit pénal quand j'étais étudiant, les peines afflictives et infamantes, qui désignait bien la volonté de marquer et, le cas échéant, d'éliminer les condamnés à ce type de peine. Cette violence de la règle de droit, on la rencontrait également en dehors du droit pénal. Ça n'était pas du tout propre au droit pénal. On la rencontrait aussi dans des matières qui aujourd'hui ne relèvent pas du droit pénal, ou alors très marginalement, mais qui en relevaient bel et bien sous l'Ancien Régime. Je pense en particulier, et même d'ailleurs pendant une grande partie du XIXe siècle, je pense en particulier à la question de la faillite, qui a même été sanctionnée sous l'Ancien Régime par la peine de mort pour le débiteur failli, et à laquelle s'attachait encore, au XIXe siècle, on peut penser au célèbre roman de Balzac, César Birotteau, une infamie très forte qui s'attachait à la personne du failli, avec les sanctions pénales qui l'accompagnaient, même si ce n'était plus, heureusement, à cette époque-là, la peine de mort. Et même en dehors du droit pénal, même en dehors du cercle du droit pénal, le droit était évidemment beaucoup plus violent, en sens qu'il était beaucoup moins protecteur de l'individu. À la même époque, Balzac, qui, comme vous le savez sans doute, est un auteur indispensable pour comprendre, y compris le droit, de ce qu'était le droit du début du XIXe siècle, dans son roman, qui est un roman très court, L'Interdiction,
évoque les manœuvres de la marquise d'Espard pour faire interdire son mari, pour le faire frapper d'incapacité. Les incapacités existent toujours, mais aujourd'hui, les incapacités sont dominées par l'idée de garantir les droits de la personne incapable, qu'on appelle d'ailleurs, ce n'est pas indifférent, la personne protégée. Là où, à l'époque de Balzac, donc c'est-à-dire peu après la rédaction du Code civil, du Code Napoléon, il s'agissait bien davantage de véritablement faire interdire la personne, de la priver de ses droits subjectifs. L'incapacité était finalement un facteur d'ordre social, de contrôle social, pourrait-on dire, qui domine véritablement tout le droit de cette époque, au moins pendant tout le XIXe siècle et sans doute au-delà. Alors là, il s'agit d'une violence qui est véritablement dans le droit positif et qui est justifiée, même si d'ailleurs il n'y a pas véritablement de discours en ce sens, qui est justifiée par une société supposément violente, et c'est donc la volonté de contenir la violence qui justifie cette violence de la règle de droit. Mais au XXe siècle, on a vu aussi des illustrations de sociétés moins violentes, certainement moins violentes, et à propos desquelles la règle de droit, quant à elle, non seulement était extrêmement violente, mais où même sa violence résidait dans sa conception. C'est le cas notamment des régimes totalitaires, dans les régimes totalitaires, de ce que les historiens appellent le premier XXe siècle. À cet égard, il y a un régime qui est particulièrement intéressant justement par sa conception du droit, c'est le régime national-socialiste allemand. Le national-socialisme se fonde sur une conception du droit bien particulière qui a été démontrée notamment magistralement par mon collègue historien Johann Chapoutot dans un ouvrage récent intitulé « La loi du sang, penser et agir en Asie ». Donc une conception bien particulière du droit qui ne consiste pas en un rejet du droit à proprement parler, mais en un rejet du droit au sens formaliste. Dans les premiers temps du Troisième Reich, il avait été organisé une cérémonie pendant une sorte de camp d'été dont les nazis raffolaient beaucoup, qui consistait à pendre le paragraphe. Le paragraphe, nous pourrions dire l'alinéa. Donc l'organisation d'une pendaison symbolique du paragraphe, vu comme le symbole d'un droit formaliste, poussiéreux, archaïque. À cet égard, la conception nazie du droit n'est pas très différente de celle des autres régimes totalitaires, en ce sens que dans ces régimes, les juristes sont vus comme d'éternels empêcheurs de coupeurs de cheveux en quatre, empêcheurs de tourner en rond, de tuer en rond, de torturer en rond, de massacrer en rond. Mais ce qui est plus original, c'est que cette conception du droit s'incarne véritablement dans une sorte de droit naturel, alors qu'on aurait pu croire que la violence de la règle était réservée au droit positif. Il y a véritablement une théorisation de la violence de la règle qui rejoint la conception du droit naturel. Le droit, en effet, est supposé, dans cette conception, correspondre aux besoins naturels de la communauté du peuple, ce qu'on appelle le Volksgemeinschaft, la communauté du peuple, et dont le droit, en quelque sorte, est supposé sortir naturellement du peuple et s'imposer au législateur. Le législateur n'a pas le choix, il n'a pas d'alternative. Il doit appliquer une certaine solution, parce que cette solution correspond aux besoins naturels du peuple et, suivant l'expression consacrée, aux sentiments sains du peuple. Et comme ces sentiments sains du peuple s'incarnent dans son guide, dans son Führer, finalement, c'est tout ce qui convient au Führer, au guide, qui doit se transformer en règle de droit. Évidemment, cette conception du droit justifie une très grande violence. Et une violence qui est tout à fait concrète. Je ne parle même pas des tragédies postérieures, des exterminations, etc. dans les années 40. Je parle de questions tout à fait juridiques, comme les lois de Nuremberg, qui sont postérieures d'assez peu à l'avènement du régime national-socialiste, puisqu'elles sont de 1935 pour l'essentiel,
et dont il ne faut pas oublier que ce sont des lois qui affectent directement, pour beaucoup d'entre elles, le droit privé, c'est-à-dire le domaine dans lequel je suis le moins incompétent, notamment avec les mesures envers les juifs, l'interdiction des mariages entre juifs et non-juifs, ça touche directement aux droits des personnes, la définition de la qualité de juif ou de demi-juif, ça aussi, ça touche directement aux droits des personnes, ça touche à l'identité de la personne. Les mesures concernant les biens propriété de juifs, ça touche aux droits des biens, ça touche aux droits de propriété. Donc, vous voyez, il ne s'agit pas d'une conception abstraite de ce que devrait être le droit, il s'agit au départ d'une conception abstraite, d'un supposé droit naturel, qui s'incarne dans des règles de droit positif extrêmement précises et aussi, bien sûr, extrêmement violentes. Et là, on voit bien qu'il n'y a pas forcément de corrélation, contrairement à ce qu'on aurait pu croire précédemment, entre la violence de la société et la violence de la règle de droit. Puisque l'Allemagne de cette époque, même s'il s'agissait d'un pays traumatisé par sa défaite lors de la Première Guerre mondiale, par la crise, par plusieurs crises successives, plutôt par la crise d'inflation au début des années 20, puis par la crise de 1929, était quand même l'un des pays les plus avancés d'Europe, les plus civilisés sur le plan intellectuel, sur le plan culturel, etc. Cela n'a pas empêché, ce que l'on sait, et cela n'a pas empêché cette très grande violence de la règle de droit. Et cela nous démontre, et je terminerai par là ce premier point, que ce qui est peut-être intéressant ici, ce n'est pas tant ce que le droit nous dit de la violence que ce que la violence nous dit de la règle de droit. C'est-à-dire que la violence nous apprend finalement que la règle de droit est un instrument, que la règle de droit est neutre sur le plan éthique, sur le plan moral, quel est ce que le législateur veut bien en faire, que c'est vrai évidemment de la règle de droit positif, mais que c'est vrai aussi même de la théorie du droit, puisque en théorie du droit, suivant la conception du droit que l'on retient, suivant qu'on en a une conception chrétienne ou judéo-chrétienne pour aller vite, ou une conception totalitaire, on arrive à des résultats évidemment aux antipodes les uns des autres. La violence pourrait donc être une école du scepticisme à l'égard de la règle de droit, mais je n'ai pas, même si la règle de droit je l'enseigne tous les jours, je pense ne pas être en mauvaise compagnie. Le plus grand législateur de la fin du XXe siècle, Jean Carbonnier, se revendiquait toujours comme sceptique, donc je crois qu'il n'est pas inutile de le rappeler à ce sujet. Je vais dire maintenant quelques mots, je vois que l'heure avance, sur les rapports du droit et de la violence dans cette perspective donc de régulation ou de canalisation. Je dirai d'abord quelques mots de l'action du droit sur la violence et ensuite, encore plus brièvement, de son inaction, qui peut être parfois un facteur de violence. Tout d'abord, l'action du droit sur la violence. Comme le père Villemot l'a dit, il m'a un peu enlevé les mots de la bouche, nous sommes dans contrairement à ce que l'on croit parfois au vu des images qui nous parviennent par Internet, par les chaînes de télévision d'information continue, etc., nous vivons dans une société qui n'a jamais été aussi peu violente. Pour donner un seul exemple, le nombre d'homicides n'a jamais été aussi bas que ces dernières années. L'homicide est quand même la suprême violence. Et il n'y en a jamais eu aussi peu. Et pourtant, à ce niveau de violence extrêmement bas, répond une quête effrénée, sans doute utopique, d'une société sans violence, une société dont la violence aurait complètement disparu. Et cela implique, bien entendu, j'ai dit tout à l'heure que la règle de droit était un instrument, une instrumentalisation de la règle de droit, puisque dans ces cas-là, lorsque l'on veut faire disparaître la violence, on a tendance à se tourner, c'est une erreur d'ailleurs sans doute, on a tendance à se tourner vers le législateur, vers ceux qui font le droit, vers ceux qui fabriquent le droit. Quelques exemples. Tout d'abord, une aggravation de la répression. Je pense là aux violences envers les enfants.
Et les violences envers les enfants, justement, me donnent une bonne illustration de ce qui justifie, je crois aussi, cette aspiration à une société dont la violence est éradiquée. C'est que l'enfant fait figure de victime par excellence. Et dans nos sociétés, la victime acquiert une dimension presque sacrée. Actuellement, on a presque l'impression qu'il n'y a pas de condition plus enviable que d'être victime. Il n'est pas d'ailleurs du tout indifférent que dans les commémorations récentes de la Grande Guerre, de la guerre de 1914-18, les soldats sont vus beaucoup plus comme des victimes que comme des héros. La victime, c'est vraiment l'objet de la compassion universelle de notre époque. Et évidemment, la victime à laquelle on peut penser en premier, puisque c'est celui qui est le plus faible, c'est celui qui est le plus fragile, c'est l'enfant. Et à cet égard, l'aggravation très nette de la répression des violences sexuelles, des abus sexuels sur les enfants en est un bon exemple. On a évoqué tout à l'heure aussi la possible interdiction des châtiments corporels. Donc les atteintes à l'intégrité physique de l'enfant sont de plus en plus réprimées. Par ailleurs, ce qui caractérise aussi ce nouveau rapport du droit à la violence dans ces dernières années, c'est à la fois un élargissement et un affinement. Un élargissement parce que le droit se préoccupe de nouvelles formes de violence qu'il n'envisageait pas auparavant. Je pense en particulier à la violence envers les animaux. La récente réforme du Code civil tendant à promouvoir l'animal comme être sensible, c'est-à-dire que l'animal est sorti de la catégorie des biens, qu'il est sorti de la catégorie des choses, évidemment n'est pas explicitement justifié par un souci de lutter contre la violence envers les animaux, mais en réalité il s'agissait bien de l'intention des promoteurs de cette réforme. Les promoteurs de cette réforme étaient généralement des militants de ce qu'on appelle la souffrance animale, relayés dans un certain nombre de milieux intellectuels, et qui ont voulu promouvoir l'animal en tant qu'être sensible pour faire disparaître, pour les plus ambitieux d'entre eux, toutes les formes d'exploitation de l'animal. Ce n'est pas ce qui s'est passé, mais il y a déjà eu une étape non négligeable, même si pour le moment elle est surtout symbolique, qui a été franchie, avec la sortie de l'animal de la catégorie des choses. Un affinement en ce sens que la perception de la violence, de l'idée même de violence, a considérablement changé, en ce sens que pendant très longtemps, la violence, c'était quand même avant tout la violence physique, l'atteinte à l'intégrité physique. Aujourd'hui, la violence, on a un peu tendance à penser, quand on voit la législation récente, que c'est à peu près tout ce qui est insupportable, tout ce qui est inadmissible, le fait de ne pas saluer quelqu'un, le fait d'interrompre quelqu'un, ça, en soi, c'est violent. Et donc, cet affinement du regard sur la violence a conduit à prendre en compte de nouvelles formes de violence qui étaient inconnues de la législation jusqu'à il y a encore quelques années. Je pense en particulier à une question comme le harcèlement moral. Le harcèlement moral est aussi vieux sans doute que la condition humaine, dans les relations familiales, dans les relations professionnelles, dans toutes sortes de relations, mais la prise en charge du harcèlement moral par la loi, ça, c'est quelque chose de tout à fait récent. Et à cet égard, le changement du regard du droit sur la violence s'explique aussi par l'aspiration, donc à la fois à une disparition complète de la violence et à une plus grande transparence, puisque c'est ici le fait de mettre la chose sur la place publique, le fait d'en parler, là où les générations antérieures, généralement, étaient plus soucieuses justement de faire silence sur ces questions-là, de ne pas en parler, de ne pas les évoquer, qui modifie profondément la perception que l'on a de ces rapports. Mais en même temps, cette aspiration à toujours plus de canalisation et au final à une éradication complète de la violence est évidemment complètement utopique et en outre elle est dangereuse du point de vue de la règle de droit parce qu'elle signifie que le législateur va finalement s'épuiser à courir derrière de nouvelles formes de violence parce que la violence, on ne peut jamais
Elle révèle toujours de nouvelles formes qu'on ne pouvait pas forcément penser. Qui aurait pu penser les hypothèses de violence extrême qui ont eu lieu pendant le premier XXe siècle? Et le législateur, finalement, est confronté à une tâche qui s'apparente au rocher de Sisyphe, toujours recommencer sa toile, toujours ajouter une nouvelle loi, toujours ajouter une nouvelle disposition, afin de lutter contre une nouvelle violence à laquelle il n'avait pas pensé ou à laquelle on le somme de penser alors qu'il n'aurait pas pensé naturellement. Enfin, dernier point, j'ai pratiquement fini, quelques mots sur l'inaction du droit, parfois facteur de violence. Il arrive que le droit adopte une position de retrait lorsqu'il est lorsqu'il est libéral, ce qui après tout est le cas normal dans une société qui se veut démocratique. Je pense en particulier à la liberté de création, la liberté de création artistique notamment, et à la liberté d'expression. Cela nous plonge au cœur d'une actualité très brûlante, évidemment les attentats du mois de janvier à propos de la liberté d'expression, mais de façon plus anecdotique, mais tout de même pas négligeable, les vandalisations récentes de créations d'art contemporain, comme par exemple celle qui était exposée devant le Grand Canal à Versailles, à propos de la liberté de création. Liberté de création qui est d'ailleurs solennellement réaffirmée dans le projet de loi sur la culture qui va être prochainement discuté, dans son article 1er, la création artistique est libre, il ne fait pas de doute que cela était destiné à conforter, disons, les créateurs face aux réactions que leurs œuvres suscitent. Mais ici, nous touchons à une extrême difficulté qui rend, à mon avis, le problème quelque peu insoluble. C'est que dans une société de liberté, le droit ne peut pas dire, en tout cas dès lors que l'on ne sort pas d'une certaine décence, le droit ne peut pas dire ce qui peut être publié ou ce qui ne peut pas être publié, ce qui peut être créé, ce qui ne peut pas être créé. Il y a ce qui relève du droit et il y a ce qui relève de la conscience de chacun, de la délicatesse de chacun, mais la délicatesse n'est pas une notion juridique. Ce n'est pas parce qu'on peut faire quelque chose, publier quelque chose, créer quelque chose, etc., que l'on doit nécessairement le faire. Mais là, ce n'est pas la responsabilité du législateur, ni de la jurisprudence. Et dans ces cas-là, l'inaction du droit, l'inaction inévitable du droit, peut créer des formes de violence. On l'a bien vu cette année, parfois même des formes de violence extrêmes. C'est là que l'on voit à nouveau à quel point la relation du droit avec la violence est ambiguë. Tantôt, le droit en fait trop, tantôt, le droit n'en fait pas assez, mais le droit, nous le savons bien, c'est l'art de la moins mauvaise solution. Et encore une fois, c'est un phénomène qui n'est pas universel face à un phénomène, la violence, qui, lui, est universel. C'est là aussi que se situe la difficulté. Je vous remercie.